Bonjour, je suis Dr Chiali. Je suis dans le privé, je travaille dans la clinique de la vision à Alger et Oran. Aujourd'hui, lors de cette 33e session donc, de la SAO, Société d'ophtalmologie, j'ai eu l'occasion et le plaisir de communiquer un thème sur la chirurgie réfractive. Bon, chirurgie réfractive, ça veut dire améliorer la qualité de vision sans porter de lunettes. Et donc, c'est la chirurgie réfractive. Donc, ce thème qui est basé sur une dernière technologie, la toute dernière technologie dans le monde, qui s'appelle le SMILE et qui est venu après le LASIK. Le LASIK étant une intervention, disons, qui a démarré très tôt, ça fait une vingtaine d'années, et qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir donc le SMILE. Le SMILE se pratique en Algérie depuis donc plus de 8 ans. Et donc j'ai introduit cette technique en Algérie, dans la clinique d'Oran. Depuis 8 ans que je pratique cette technique avec des résultats extraordinaires, ayant moi-même travaillé sur l'ASIK et qui sont considérés actuellement comme le jour et la nuit, tellement la technique opératoire est très simple. Elle rend d'énormes résultats et les gens sont absolument très contents. Donc j'ai exposé donc aujourd'hui les résultats et donc la technologie en elle-même, et donc j'espère qu'elle va se mettre un petit peu à la portée des autres ophtalmologistes, et donc qu'on pourra donc mettre dans un très bon disons confort nos patients et de faire profiter donc de cette technique absolument que depuis 8 ans que je travaille plus de 2500 cas avec des résultats très très bons, et que donc je ne reviendrai jamais au LASIK, mais je continue à faire donc pour mes patients donc le SMILE. Voilà, je vous remercie beaucoup. Sur cette technique en 2011, donc j'ai acheté l'appareil et fait ma formation en Allemagne pour démarrer les premiers cas de Flex Rolex SMILE. Et depuis 2011, donc, on a établi plus de 2500 cas de myopie jusqu'à aujourd'hui, une correction. Donc les Français et l'Espagne sont venus après pour cet investissement, au Maroc en 2014, et actuellement en 2018, dans le monde, il y a quand même une correction qui a été faite de 1,5 million de SMILE qui ont été faits dans le monde, et la vente du millionième laser femtoseconde annoncé par Zeiss. Donc voilà donc l'article qui fait que donc qui parle de 1,5 million et demi de lasers de correction de la myopie qui ont été faites par ce laser et par cette technique, et qui parle aussi de millionième laser vendu dans le monde. Alors si on va parler que beaucoup de gens connaissent, mais je voudrais revenir là-dessus. Là, il s'agit donc de ne pas faire de capot. C'est très important. Donc, on n'est pas dans le LASIK, on est dans une autre technique complètement différente. Et donc, il s'agit de corriger cette cornée en enlevant une lenticule qui est intrastromale. Donc, pas de capot. On fait un lenticule qui est donc de 6 mm, et que c'est le laser femtoseconde donc qui fait tout ce travail-là. Et donc pas de laser eximère dans cette intervention, de lenticule, et donc il coupé une certaine distance entre le stroma, donc il est en pleine cornée, en plein stroma, et on laisse le stroma antérieur, et au milieu donc de ce stroma, on coupe donc un lenticule, et donc on laisse la partie antérieure donc sans la toucher, et ainsi que le stroma postérieur. Donc dans ma pratique, donc je laisse pour ma part 140 microns du stroma antérieur intact. Bon, après on va discuter un petit peu sur ce stroma antérieur qui est la grosse différence entre le LASIK et le SMILE. Le temps de section du lenticule fait par le laser est uniquement 30 secondes, et puis l'épaisseur évidemment est calculée donc, en fonction du lenticule. L'épaisseur du lenticule en fonction du degré de la myopie. Vous voyez que c'est une ablation qui est extrêmement faible, qui est de 12 microns uniquement par dioptrie, ce qui fait que si on arrive à une myopie de moins 10, on a 120,
alors que tout à l'heure, on a vu donc les données de Sisalah. On a vu que sur une myopie de -5, on arrive à 100, quelque chose comme 100 microns. Donc on a beaucoup plus de tissu par la laser excimer que par un laser femtoseconde. Alors, donc la suite, et puis ensuite, il faut retirer donc, ce lenticule. Le laser pratique une incision de 2 à 3 mm, que dans l'après-midi, pratiquement on ne la voit pas, tellement elle se cicatrise très vite, et qu'on peut dire que donc, pratiquement il n'y a pas d'incision du tout. Et donc le capot, il n'existe pas, il n'est pas nécessaire. Et vous comprenez très bien, donc s'il n'y a pas de capot, les cils fonctionnels sont absolument normaux, et puis qu'il n'y a absolument aucun signe. En post-opératoire, le malade, vous ne le reconnaîtrez même pas. Moi, j'ai eu l'occasion, samedi et jeudi passé, de faire une demoiselle qui avait, j'ai opéré un seul œil. Ah ben, à la fin de l'intervention, donc je vois tout de suite en post-opératoire, donc mes malades, et je lui ai demandé alors quel œil j'ai opéré, moi qui ai opéré 1 heure avant. Donc on ne connaît même pas si la maladie a été opérée ou pas. Donc voilà donc le gain extraordinaire par rapport à d'autres techniques qui pendant quelques jours restent normal parce qu'il faut qu'on ait cicatrice. Mais dans ce cas-là, il n'y a absolument aucun capot, aucune atteinte de la cornée, et donc il n'y a pas de signe et les gens sont très contents. Les résultats fonctionnels, les résultats donc, visuels sont constatés dès la soirée par certains. Moi je leur dis c'est le lendemain, mais là ils me disent voilà, je commence à voir un petit peu la télévision, les détails, et puis le lendemain on a carrément 95% de la vision donc, qui est retrouvée, à part un léger flou constaté par certains malades qui disparaît en 2 ou 3 semaines. C'est tout à fait normal parce qu'il faut que les parois antérieures et la paroi postérieure se cicatrisent, et donc c'est ce qui cause un petit peu le flou, et donc qu'il n'y ait pas une complication puisqu'il disparaît une fois. Donc voilà donc l'incision qui a été faite de 2 mm. On y va avec une spatule sur le bord antérieur et puis ensuite sur le bord postérieur. Voilà, donc on y va jusqu'à 8 mm de l'incision qui a été faite, et puis ensuite en dessous du lenticule, et puis ensuite, comme dans la capsule Orexis, on prend donc ce lenticule et puis donc on l'enlève. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez que c'est quelques secondes de travail avec 2 mm d'incision. Voilà comment on peut quand même mettre des gens très à l'aise, une technique très élégante, et qu'il n'y a pas de dommages concernant quelconque cicatrisation. Alors, on continue. Voilà, alors les performances. Alors c'est là où la grosse différence existe entre le SMILE et le LASIK, c'est que tous les tests qui ont été faits pour tester justement cette résistance de la cornée, soit par l'ORA, soit par le Corvis, et puis les très sérieuses études de Handelman et de Reinstein, qui ont donc écrit donc, sur la réfraction donc 2013, qu'ils sont arrivés ça a complètement bouleversé toutes les données qu'on avait concernant, donc qu'il fallait penser sur la face postérieure qui était soi-disant qu'on devait respecter, le mur postérieur. Là, il n'est absolument plus question de penser au mur postérieur. Il faut penser que vous avez un stroma antérieur qui est le plus important, qui est le plus solide. Dans le LASIK, on le coupe, ce stroma. C'est ça toute la grosse différence, et qui fait qu'il y ait le moins de résistance concernant dans cette technique. Alors, le stroma, le SMILE laisse le stroma antérieur intact, et toutes les données de résistance qui ont été faites ont maintenu que c'est là où existe la plus grande résistance. Pourquoi? Parce que les forces tensives des stries lamellaires intracornéennes, elles sont plus nombreuses et sont plus résistantes, et ça a été démontré. Donc, à partir de cette découverte, il faut réfléchir en termes de résistance, donc retrouvée dans le stroma antérieur, que plutôt qu'en termes d'épaisseur, laisser l'épaisseur du stroma résiduel. Donc, tout à l'heure, Dr Mahjoub avait diminué le capot, donc on arrive dans le LASIK à diminuer, justement pour préserver ce stroma antérieur et avoir un stroma postérieur, alors que c'est l'inverse. On peut y aller vers le stroma postérieur. C'est un travail qui a été fait, donc un des travaux qui ont été faits,
et qui montre là la différence qui est faite entre différentes techniques que nous avons. Alors voilà donc voilà donc alors, une cornée qui n'est pas traitée, donc toutes les couches sont là. Une cornée qui est traitée en PRK, donc vous avez vu qu'on fait l'ablation donc de cette Bowman et l'ablation du stroma antérieur. Dans le LASIK, on fait donc le capot, l'ablation et la Bowman. Tout est coupé et on laisse un petit peu du mur postérieur parce qu'on a toujours considéré qu'il fallait laisser quelque chose dans le stroma postérieur. Alors que le relaxement, dans les deux cas, on peut y aller vers 140 microns jusqu'à 150 microns, jusqu'à 160 microns de stroma antérieur, préserver ce stroma antérieur, aller en profondeur. Il y a même des gens qui vont en très très profondeur jusqu'à arriver à laisser quelque chose comme 100 microns de postérieur parce que la cornée postérieure n'est plus celle qu'on pensait qui était la plus résistante. Alors donc voilà donc des différences concernant la sécurité. Donc on parle de sécurité, on parle de chirurgie réfractive, donc il faut quand même donner une sécurité à cette cornée. Alors le SMILE il conserve le stroma antérieur, alors que le LASIK fait absolument le contraire. Et c'est ça toute la différence des gens qui ont pensé SMILE et les gens qui ont pensé LASIK. Alors de ce fait-là, la sécheresse oculaire, lorsqu'on touche, tout le monde sait, lorsqu'on touche le plexus nerveux épithélial et puis du stroma antérieur, il y a la sécheresse. Et la sécheresse est importante. Et même il y a beaucoup de gens qui se plaignent de cette toute leur vie et lorsqu'ils font des interventions de LASIK, se plaignent de cette sensibilité cornéenne et donc la sécheresse existe dans le LASIK. Alors que vous comprenez très bien que si on laisse 140 microns, on ne touche pratiquement aucun plexus et il n'y a pas de modification de la sécheresse. C'est un point qui est important. La régression au niveau donc du LASIK, lorsqu'on coupe, et toutes au niveau donc de la microscopie confocale qui a été faite dans différentes études, elle a montré qu'il y avait donc des cytokinines et la chymokinine qui sont présentes comme étant des éléments inflammatoires qui sont retrouvés au niveau donc de la plateforme qui a été coupée au niveau du stroma superficiel juste après donc la coupure par la LASIK et que ces éléments-là entrent en ligne de compte et font qu'il y a donc une cicatrisation qui se fait, d'où régression de la myopie, donc expliquée par ce phénomène, par des résultats donc très sérieux qui ont été faits par la microscopie confocale. Alors que dans l'absence, là il n'y a absolument, on ne sait pas encore, parce que quand même on n'a pas beaucoup de recul, mais disons que le fait que d'inciser 2 mm plutôt que d'inciser tout un capot, donc il y a beaucoup moins de phénomènes inflammatoires qui se font donc au niveau de cette coupure. Les ectasies, là c'est complètement, donc ça n'a aucun sens si on réfléchit, comme on a dit, stroma antérieur fort, stroma postérieur faible, donc si on coupe le stroma antérieur, obligatoirement, on peut avoir des ectasies et c'est ce qui se passe dans le LASIK. Alors que dans le SMILE, il y a pratiquement absence ou très peu ont été relevés. Donc c'est une autre aussi différence importante, très importante concernant les deux techniques. Dans tous les cas, lorsqu'on touche à une cornée, on provoque des aberrations optiques, aberrations donc sphériques. Donc, mais il y a beaucoup moins d'induction au niveau du SMILE que dans le LASIK. Alors ensuite, pour la question de prédictibilité et efficacité, effectivement, le SMILE et le femtosecond sont d'excellentes techniques qui pourvoient donc une acuité visuelle donc de très haut niveau, très claire. Ça, on n'en discute même pas. Donc prédictibilité et efficacité, les deux donc sont d'excellentes techniques. Le contraste, il est un petit peu meilleur pour le LASIK en post-média, mais après, pas de différence, après un mois pour les deux techniques. Concernant les faibles pachymétries, pour certaines pachymétries, nous avons beaucoup de faibles pachymétries, entre 450 et 500, c'est pratiquement le quotidien, ici en Algérie. Non, je vais toucher sur là. On revient en arrière.
Non, on revient en arrière. Voilà. Voilà. Donc, les faibles pachymétries, donc il est au niveau du smile. Donc, au niveau du smile, on pense que lorsque on a un cornet de 450, que c'est faisable. Et c'est ça toute la grosse différence aussi avec les PKR, qui coupe le stroma antérieur et puis qui ne peut pas aller au-delà parce que toujours dans l'idée qu'il faut respecter ce mur postérieur. Bon, ici on enlève donc une myopie, donc 450, si vous avez 50 microns qui correspond à peu près à moins 3, moins 4, moins 5 dioptries, quand vous faisiez un smile, vous récupérez les 140 microns plus les 160, plus les 260, ça vous fait 400 microns. Et c'est une cornée absolument normale. Donc vous pouvez aller à opérer, à corriger donc, ce patient par 50 microns qui est le lenticule et en conservant le mur antérieur et le mur postérieur, les deux accolés, qui fait une cornée de 400 microns. Chose pourquoi on ne peut pas aller au niveau du LASIK à 400, à moins de 400, parce qu'il ne faut pas oublier que le capot, tout le monde le sait, c'est juste un couvercle sur l'œil. Au niveau du LASIK, il ne s'accole jamais. Demandez n'importe quel chirurgien qui fait du LASIK, on peut facilement le décoller au bout de 6 mois et 1 année. Donc, il ne fait plus partie, ce capot ne fait plus partie de l'œil. Donc l'œil, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste uniquement le côté, ce qui lui reste, donc c'est la face, ce qui reste, c'est le résiduel, c'est le stroma résiduel qui est uniquement de 250 à 300 microns. Donc, vous voyez que, alors que là, on récupère, parce qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de capot, donc on récupère donc, ce qui est antérieur et on l'ajoute au postérieur et ça vous fait une cornée normale de 400 microns, chose qui, pour le LASIK, c'est impossible. Les énergies délivrées sur la cornée. Alors là, il y a de très sérieuses études qui ont été faites par l'ARVO et puis l'Investigation of Ophthalmology Vision Science qui montrent que plus on va, le laser excimer est un laser, après donc on va discuter un petit peu sur le laser, et le laser excimer est un laser qui provoque une brûlure de la cornée. Donc, il faut plus il creuse et plus il lui faut de l'énergie. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à avoir entre moins 3, à partir de moins 3, 4 joules, à moins 6, donc 8 joules, à 9 dioptries, à 11 joules. Alors que pour le laser femtoseconde, on délivre très peu d'énergie, puisque tout ce qu'on fait, c'est couper un lenticule, non pas brûler un stroma. Alors, donc, au niveau de l'actualité, j'ai 2 actualités à vous. En 2018, premièrement, c'est un prix Nobel de physique. Alors, le prix Nobel donc, de physique qui est en relation avec le femtoseconde. Alors, ça c'est le rapport du prix Nobel de physique de 2018. Donc, c'est tout récent. Donc, il vient juste d'apparaître. Et là, vous avez donc ce sont un Français et un Américain qui ont inventé la technique du CPA, Shift Pulse Amplification. Comme vous le voyez dans le graphique, ça c'est très important, et ce qui nous montre carrément qu'on est dans une phase où les lasers sont devenus beaucoup plus performants et donc provoquent moins de chaleur et moins de dommages sur la cornée. Alors, donc, Donald Strankling et Gérard Moreau, donc, ils ont inventé en 1985, ils ont fait des travaux qui datent de 1985 et qu'aujourd'hui, on a l'aboutissement de leurs travaux. C'est la fabrication de ce femtoseconde qu'on a entre les mains. Alors là, ils expliquent très bien, là vous avez l'historique des lasers pulsés qui ont démarré de 1960 et qui existent jusqu'à 2020. Alors en 1960 et 1985, il y a eu une petite évolution parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de faire en sorte que les impulsions optiques
soit plus rapide, soit plus intense, parce que tout est question d'intensité. L'intensité n'est obtenue que lorsque vous avez des lasers performants. Et entre 1960 et 1985, tous les lasers qui ont été donc mis sur le marché ont été donc des lasers qui provoquaient beaucoup de chaleur et moins d'intensité. Alors, dans cette partie, entre 1960 et 1985, on a des lasers eximères. Donc, les lasers eximères, c'est ce qu'ils font. Ils sont totalement différents des autres structures, des autres lasers qui sont venus après le CPA, parce que le CPA, découvert par ce prix Nobel qui a été donc fourni, ils ont développé donc à partir donc de ce CPA, c'est un booster qui a fait que ils utilisent donc une grande intensité avec beaucoup de pulsations très rapides, alors que en diminuant aussi les spots, c'est pour atteindre justement la précision. Tout ce qui est après 1985 a été fait pour la précision. Et alors le suivant, vous allez voir que voilà, donc la découverte de cette technologie a permis l'application médicale dans l'une d'elles, la fabrication du laser femtoseconde. Le laser femtoseconde est venu après, donc cette découverte de 1985, et qui a fait qu'aujourd'hui, on a cette application des lasers femtosecondes qui, en fait, qui servent pour la découpe donc, du LASIK et qui font l'intervention, entièrement l'intervention, donc, pour traiter la myopie et l'astigmatisme. Donc, nous avons donc un seul laser qui fait tout ça et qui fait le SMILE qui est à disposition aujourd'hui et qui vient d'être primé par un prix Nobel. Donc, alors que tous les autres, c'était des lasers eximères et qui font que, justement, il y a un problème de... Alors, ensuite, l'actualité, donc la deuxième actualité, c'est une enquête très sérieuse, donc menée par le New York Times, et ça date de 2018. Ceux qui veulent le voir, c'est le 11 juin 2018, a été publié donc, sur le New York Times sur des patients opérés de LASIK. Et là, évidemment, donc, la liste des complications reportées par les patients, donc, comme les halos, comme le double et triple vision, difficulté à conduire, sécheresse, la régression, la kératite, etc., c'est ajouté le suicide, qui sont opérés, c'est certainement opérés par le LASIK. Et donc, c'est quand même impressionnant d'avoir autant de complications qui sont dues à cette technique qui est le LASIK. Alors voilà donc, vision floue, donc des yeux donc inflammés. Est-ce que le LASIK est un succès? Voilà, donc c'est un rapport donc du New York Times. Et ensuite, alors voilà donc toutes les complications auxquelles des gens sont venus donc se plaindre. Donc double image, glaire, halo, starburst. Et puis donc la Food and Drug Administration a demandé donc que cette chirurgie, les gens donc se sont manifestés et que vous avez tout à fait en haut, ils disent que un quart des patients suivis sur une période de 6 mois avaient donc des yeux secs de moyenne sévérité jusqu'à un nombre impressionnant. Alors c'est la dernière image. Et là, vous avez donc c'est un meeting où on voit de la FDA qui se plaint donc que les gens donc sont plaints qu'il y a une disabilité, qui a donc perdu leur job, et même les suicides sont apparus. Alors ça, c'est un cas de suicide qui a été fait et qui a dit à sa mère, voilà, donc les docteurs m'ont détruit mes yeux et ruiné ma vie. Donc pour arriver donc pour le suicide, arriver à ce niveau-là, je crois que c'est une technique qu'il faut carrément mettre un petit peu de côté et puis prévoir à ce que le SMILE puisse prendre carrément le suivant et la suivante technique, puisque moins de complications au niveau de cette technique. Voilà, je vous remercie infiniment.